Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Critérion. Je suis encore en compagnie de ma douce compagne parce que le confinement n'est toujours pas fini. Ça va bien, Jade? Oui, ça va. On apprend à se réinventer, je pense. Là. C'est la meilleure façon de qualifier ce qu'on fait en ce moment. Et toi, comment vas-tu? Ah, ça va toujours bien. Je sais pas si on va être, si on est encore en confinement au moment où la vidéo est mise en ligne, mais on espère que ce sera bientôt fini. Mais bon, pendant ce temps-là, nous, on continue à écouter plein de bons films, des films de la collection Criterion, d'autres films aussi par la bande, si je peux dire. Mais puis là, on a terminé déjà notre première dizaine. On commence avec The Seven Seal, le numéro 11 de la collection. The Seven Seal ou Det Sjunde, Inseglet, hein, parce que il faut sortir le suédois du dimanche. C'est un film de Ingmar Bergman, évidemment, un grand réalisateur suédois, un des grands réalisateurs aussi de l'histoire du cinéma. Peut-être quelques mots dessus. Il est mort en 2007, donc il a quand même vécu assez longtemps. C'est ça, c'est le plus grand réalisateur suédois. Il a travaillé surtout au cinéma, mais aussi à la télévision, au théâtre et à la radio. Ses plus grands films comprennent The Seven Seal, qu'on a vu évidemment, Wild Strawberries, Persona, Cries and Whispers, Scenes from a Marriage, qui ressemble beaucoup apparemment à Marriage Story, là, ce qui ferait beaucoup de sens. Ben oui. Sinon, Autumn Sonata et Fanny and Alexander. Ces deux derniers, là, ils ont été faits à la télévision aussi, mais ils ont quand même eu une bonne distribution à l'international. En tout, il va réaliser plus de 60 films et documentaires. Puis il va en plus diriger un peu plus que 170 pièces de théâtre quand même. Un homme bien occupé, je pense. Il a forgé au fil du temps aussi des amitiés avec son équipe récurrente, notamment les directeurs photo Gunnar Fischer et Sven Nykvist. Puis les acteurs et actrices Harriet et Bibi Anderson, Liv Ullmann, Gunnar Björkstrand et Max von Sydow, qu'on retrouve pour la plupart dans The Seven Seal. Puis la plupart de ces films aussi ont été tournés sur l'île de Faro, qui est une petite île dans la mer Baltique, j'imagine, là, en tout cas au large de la Suède. Pas très loin de Stockholm. La première connaissance, le premier lien que j'ai eu avec Bergman, c'était au Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Il y avait un documentaire, en fait par, si je ne me trompe pas, c'était Liv Ullmann, qui est devenue réalisatrice. Enfin, faudrait que je revoie, là, mais qui retraçait un peu avec les enfants de Bergman sa vie, sa carrière, puis son travail avec justement Bibi Anderson et tout. Puis j'avais trouvé ça très énigmatique, très intéressant, puis j'avais hâte justement de plonger dans l'univers de Bergman. Bergman, on sait qu'il y a beaucoup, on sait pas vraiment, mais il y a plusieurs, quasiment tous ces films sont dans la collection Criterion. Il y a même une espèce de gros box set qui existe, là, qui vaut 300-400$, là, je pense, avec 39 films du réalisateur. Il y a un autre petit box set aussi sur 3 de ses premiers films, donc très représenté dans la collection Criterion quand même. 39 films, c'est pas rien. Je pense que c'est celui qui est le plus représenté d'ailleurs, mais quoique Akira Kurosawa aussi, il y a un box set, là, je sais plus c'est combien de films, mais bon. Donc Ingmar Bergman, évidemment, donc un de ses premiers grands films ou des films qui l'ont fait connaître. Il y a aussi Max von Sydow qui malheureusement est décédé un peu plus tôt cette année. Lui, évidemment, il a fait le saut en Europe et aux États-Unis, mais il a une carrière là, qui s'échelonne sur plus de 70 ans. Il joue dans plus de 150 films et séries télé, puis en plusieurs langues, parce qu'en plus, depuis les années 2000, il est citoyen français, donc il s'exprime dans plusieurs langues, là, un bon polyglotte. Il est surtout connu pour son rôle dans Seven Seal, en Suède, pardon, mais aussi pour les 10 autres films de Bergman dans lesquels il va jouer, dont The Virgin Spring et Through a Glass Darkly, qui vont remporter tous deux l'Oscar du meilleur film étranger. Je crois même que c'était consécutif, 2 années consécutives. Puis c'est ça qui va le faire aussi connaître sur la scène internationale par la bande. Il est connu aux États-Unis pour son rôle de prêtre dans The Exorcist et pour les films américains 3 Days of the Condor, Dune de David Lynch, Anna and Her Sisters de Woody Allen, Awakenings, Minority Report de Spielberg, Le Scaphandre et le Papillon, Shutter Island et même Star Wars.
En plus de Game of Thrones aussi, là, qui joue le corbeau, Three-Eyed Raven, quelque chose comme ça. Non. Peut-être. Ouais. On parlait du Sparrow, mais c'est pas Sparrow. Donc, à ce moment-là, oui, probablement que ça serait le Three-Eyed Raven. Ouais. Il a reçu 2 nominations aux Oscars. Le premier pour Pele the Conqueror. Conqueror. Pele. Et en 2011, ou 2010 ou 2011, en fait, pour Extremely Loud and Incredibly Close. Je me souviens, cette année-là, en plus, il était en nomination dans cette catégorie-là, meilleur acteur de soutien, contre Christopher Plummer. C'était les 2 plus vieux acteurs à avoir été nominés pour un Oscar. Puis c'est Plummer, finalement, qui l'a gagné, puis qui est devenu le plus vieil acteur à gagner un Oscar. Mais bon, donc c'est ces 2 nominations. Puis il a été fait aussi chevalier de la Légion d'honneur en France, donc rien de moins quand même pour cet acteur suédois-là qui a vécu aux États-Unis, mais qui a terminé sa vie en France quand même. Il y a aussi une autre des collaboratrices de Bergman dans le film, donc Bibi Andersson, qui est connue pour... évidemment connue pour ça. Elle a remporté notamment le prix de la meilleure actrice pour The Mistress, qui n'était pas de Bergman, mais bon. Puis elle va jouer dans plus de 10 de ses films. Il y a aussi Inga Landgren, qui joue Karen dans le film. Elle n'est pas très connue, mais elle joue dans le premier film de Bergman, qui est Crisis, dans les années 40, je crois. Elle va jouer dans 17 films répartis sur 70 ans. Donc, c'est ça. Elle est pas, une longue carrière. Ouais, une longue carrière, mais pas beaucoup de films, en fait. Puis je pense qu'elle a travaillé sur... elle a travaillé pour pour la personne qui est devenue finalement le président de la Grèce. Là. En tout cas, j'ai vu ça sur Wikipédia, là, mais c'est ça, elle a comme un peu quitté le milieu, mais en restant pas trop loin. Donc, parce que notamment, elle était mariée avec son partenaire dans le film aussi, Nils Popp, qui est très aimé de la télévision et du cinéma suédois. Donc, dans le film, il interprète Joff. Qui est essentiellement un jongleur. C'est un acteur. Le couple Mia et Joff sont des acteurs. Puis c'est aussi un peu l'allégorie de Joseph là, dans le film. Effectivement. On pourrait y revenir évidemment. Nils Popp, c'est ça, il est connu pour ses rôles comiques, puis il va être le comédien suédois le plus important des années 40 quand même. Et bon, c'est ça, les 2 autres sont pas très connus. En fait, Gunnar Björkstrand, à part avoir joué avec beaucoup avec Bergman, il sera pas très connu. Il joue le personnage de Jons, l'écuyer qui a pas la langue dans sa poche, là, disons. Et Bengt Ekeroth qui va interpréter la mort. Donc, dans le film, on reviendra dans le résumé. Le scénario est aussi de Bergman. C'est un film de 1957. Film suédois, évidemment. On pourrait dire que c'est un film historique, mais fantaisiste aussi. Là. C'est allégorique, c'est pas un genre. Philosophique, en fait. Effectivement. Mais qui tombe dans la fantaisie ou du moins dans... on va dire ça comme ça. 96 minutes, donc assez bref, en noir et blanc et quasiment carré, quasiment 4:3 en fait, 1.37 en fait de format. Le budget, c'est 150 000 $, donc très très modeste, disons. Oui. Ça paraît pas nécessairement à l'écran, mais tu sais, on sent que c'est quasiment qualité théâtre, là, mais c'est... Non, c'est quand même bien. Notamment, il va gagner en 1957 le prix spécial du jury à Cannes. Je crois que ça, c'est le 3e prix, en fait. Parce que c'est ça, le prix du jury, tu as le grand prix, puis tu as la Palme d'Or. Donc, je crois que ce serait le 3e prix. Je n'ai pas fait mes recherches, mais il est terminé à égalité, en fait, avec Canal, un autre film que je ne sais pas c'est quoi. Je pense pas qu'il fasse partie de la collection Criterion, mais bon, peut-être un jour, on pourra l'écouter. Il va aussi se classer en 2e place des 10 meilleurs films des Cahiers du cinéma. Donc, évidemment, les Cahiers du cinéma, c'est une des plus grandes revues du cinéma contemporain. À chaque année, ils publient une liste des 10 films à voir. Et puis, il y a beaucoup de ces films-là qui sont devenus des Criterion. Mais en 1957, si je ne m'abuse, ça doit être François Truffaut qui est à ces Cahiers du cinéma-là. Ça doit être dirigé aussi par André Bazin. Donc, c'est toute l'équipe là, de Nouvelle Vague, des Godard, des Varda, Truffaut, donc qui sont, disons, aux commandes ou en tout cas qui écrivent dans les Cahiers du cinéma et donc qui ont évidemment tous vu ce film-là sans exception, parce qu'on va le voir aussi, c'est un film qui a inspiré beaucoup de gens, qui a été copié de nombreuses fois, donc on va pouvoir y revenir.
L'édition Criterion, là, c'est ça qui est particulier parce qu'il y a l'édition DVD de Criterion, il y a l'édition Blu-ray et il y a aussi l'édition du coffret de Bergman. Puis c'est pas toutes ces éditions-là qui ont les mêmes bonus features, quoique celui qui en aurait le moins, en fait, ce serait l'édition du box set, étonnamment. Donc, je vais préciser quand certains features se retrouvent seulement sur le box set, mais à la base, de tous les features que je vous dis là, c'est seulement pour l'édition DVD et l'édition Blu-ray. Donc, il y a évidemment une restauration du film. C'est un film de 1957, évidemment. Il y a une introduction par Bergman enregistrée en 2003. Il y a des commentaires audio par un expert de Bergman, qui est le critique Peter Cowie, et avec un épilogue... sinon, il y a aussi le documentaire qui... il faudrait que je revérifie, mais je pense que lui-même, c'est un numéro de la collection Criterion qui s'appelle Bergman Island, sur justement... sur l'île, parce que sur cette île-là, il va tourner beaucoup de ses films, mais c'est aussi là qu'il va avoir une maison. En tout cas, c'est toute une affaire, là, mais... Donc, un documentaire de 2006 fait par Marie Niererod, qui est une longue et exhaustive entrevue avec le réalisateur. J'en ai vu quelques extraits dans l'autre documentaire sur Bergman que j'ai vu. Il y a des archives audio avec Max von Sydow également. Il y a un hommage à Bergman par Woody Allen qui l'appréciait énormément. Il y a la bande-annonce du film. Il y a une filmographie sélective qui retrace la carrière de Bergman, qui est le tout narré par Peter Cowie, donc qui s'intitule Bergman 101. Il y a seulement pour le box set, par contre, une filmographie annotée et illustrée du réalisateur. Et sinon, pour le box set aussi, il y a un essai de Peter Cowie, encore une fois, il se trouve partout. Mais sinon, pour la version DVD et Blu-ray, donc il y a des sous-titres améliorés, il y a une version doublée en anglais du film et il y a un livre avec un essai par le critique Gary Giddens. Donc beaucoup de bonus features dans ce film-là, évidemment. On va le voir, c'est un film qui a inspiré de nombreux réalisateurs et réalisatrices, mais qui a marqué un peu l'esprit populaire. Je te laisserai peut-être... embarqué avec c'est quoi c'est ça le résumé de quoi ça parle Seven Seal, parce que c'est pas toujours évident là, c'est très philosophique comme on le dit. Oui, mais... on pourra revenir sur le pourquoi c'est pas trop évident quand on va parler de nos impressions, mais en fait court résumé. Bon, je l'ai encore dit, faut pas que je dise ça. Ça va être très court. Ça va être assez bref. Donc, au 14e siècle, il y a un chevalier qui revient des croisades, qui est Antonius Block, qui, étonnamment, on nomme pas avant longtemps dans le film. Je pense qu'on nomme à peu près 2 ou 3 fois là, son nom au complet. Donc, Antonius Block, qui revient de croisade, puis il arrive sur une plage, rencontre la mort, comme ça, qui est dans image un peu connue, là, dans le fond, avec une espèce de capuchon, pas de faucheuse là, à ce moment-là, mais c'est ça, capuchon, cape noire, tout ça. Donc, rencontre la mort et la mort qui venait le prendre, dans le fond. Mais Antonius Block va faire une entente, là, va conclure une entente avec la mort, dans le fond, de se faire une partie d'échecs, puis s'il gagne, il le prend pas, tout simplement. Donc, c'est l'entente qui conclut. Donc, c'est à peu près ça. Puis là, Antonius Block va voyager avec son écuyer avec qui il était et ils vont rencontrer des acteurs, donc Mia et Yoff, qui sont les acteurs, c'est tout moins important, mais c'est Isa, c'est ça? Qu'est-ce que tu cherches? Le nom des acteurs? Ouais, mais... c'est Niels Pop et Inga Langre. Voilà. Donc, il va les rencontrer. Eux, ils sont des acteurs qui voyagent en caravane. En caravane, on s'entend, avec leur bébé aussi, qui est Michael, je crois. Donc, petit garçon là, de, je sais pas, peut-être Michael, peut-être 3-4 ans à peu près. Donc, eux voyagent, font des représentations théâtrales un peu partout, qui sont pas super claires non plus. Là, mais ils voyagent avec une autre personne aussi, là. Je me souviens plus comment il s'appelle, là, mais le troisième... Mais ils sont... c'est un couple avec un autre gars, dans le fond, là, mais c'est une troupe d'acteurs qui se promènent un peu puis qui font des représentations théâtrales un peu partout. Ouais. Donc, il y a eux qu'on rencontre. Puis, il y a aussi
en fait, on va arriver dans des villages de temps en temps, puis se battre un peu avec les gars qui sont là. Il y a un des... le chevalier, dans le fond, l'image de l'homme fort, là, qui est Jons. C'est ça qui va éventuellement arriver dans un village, puis sauver une fille de se faire prendre, là, de se faire voler aussi, violer, tout ça. Il y a comme plein de petites histoires en parallèle qui sont un peu décousues. Il y a, on rencontre éventuellement une fille qui est accusée de sorcellerie, dans le fond, qui va se faire brûler sur un bûcher. On est aussi en contexte de peste, donc on essaye... On connaît pas ça, ce contexte-là. Non, c'est ça. On essaye, dans le fond, pendant tout le film, là, de réaffirmer la puissance de Dieu, de laisser le diable de côté, puis tout ça. Puis c'est un peu la quête aussi d'Antonius Bloch. Dans le fond, quand il rencontre la mort, lui, il veut avoir des manifestations de Dieu, dans le fond, puis pour essayer de mieux comprendre la vie, il veut arriver à faire quelque chose de sa vie avant de mourir, puis tout ça, fait que c'est un peu pour ça qu'il joue aux échecs là, avec la mort, donc c'est ça. Parce que cette partie-là d'échecs aussi, elle se joue tout le long du film, donc c'est ça. À la fois, il est comme libre de partir puis d'explorer, puis il rencontre des gens, puis à la fois, il joue aux échecs une fois de temps en temps avec la mort. Donc, c'est particulier comme concept, mais c'est ça, philosophique. Vraiment un message de la foi, puis est-ce qu'on devrait avoir foi en Dieu malgré tous les signes qui nous disent qu'on devrait pas... qu'on se fait abandonner. Ouais, comme, exactement. puis, la peste, la mort qui est là, évidemment, mais non, c'est très... très on allait dire religieux, mais oui, mais spirituel. Oui, c'est plus spirituel que religieux, effectivement. Puis, dans le fond, on vous dira pas comment ça se termine, là, mais dans le fond, tout le long du film, quand ils font leur partie d'échecs, il y a personne d'autre qui voit la mort, sauf Yoff, dans le fond, qui, lui, a un peu des apparitions, là. Éventuellement, il voit l'image de Marie qui dit ça à sa femme la voit absolument pas. Donc, à quelques moments dans le film, il y a Yoff qui voit la mort, justement, mais elle ne la voit jamais. Éventuellement, le groupe va se séparer, donc Antonius retourne vers sa femme avec certaines personnes, puis Yoff et Mia vont avec leur petit gars quitter pour aller faire leur chemin ailleurs. Donc, on vous spoilera pas la fin du film. Non. Alors, on essaie pas. Ce serait ça pour notre petit résumé. Ben oui, c'est ça. Puis justement, il y a une grosse mythologie autour de ce film-là qu'on va approfondir là, en ce moment. Ouais. Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a quand même beaucoup de choses là, à propos de ce film-là. Donc, tout d'abord, le titre fait référence à un passage de la fin du livre des Révélations, qui est par ailleurs là, explicitement référencé au début du film. Donc, on a vraiment le texte, je pense, à l'écran avec une voix, il me semble, qui... je sais pas si on a le texte, mais vu que c'est en suédois, on a les sous-titres au moins. Oui, là. C'est ça. Mais non, c'est ça qui parle justement que lorsque le 7e sceau sera ouvert... Ce qu'on en comprenait dans le fond, là, c'est que c'était une espèce d'annonce d'apocalypse, un peu comme les plaies, là, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand le 7e sceau était brisé, dans le fond, là, que là, ça commençait l'apocalypse. Donc, c'est un petit peu le même concept sans être la même chose, mais je l'ai vraiment vu comme justement des manifestations de plagues. Donc, voilà. La plupart des plans du film sont inspirés de l'art médiéval. La scène d'échecs proviendrait d'une œuvre d'Albertus Pictor dans les années 1480, donc quand même ça remonte à loin, qui est une fresque. Puisque cette scène-là elle va être reprise à de nombreuses reprises, là, à de nombreuses reprises. Oui, dans les références à la culture populaire, il y en a quand même pas mal. Ouais, mais c'est vraiment l'image, c'est devenu l'emblème vraiment de ce film-là. Ce personnage, pas en cagoulé, mais en tout cas enrobé. En tout cas en robe, qui joue contre... qui joue avec un croisé, là, justement Max von Sydow avec du bleach blond dans les yeux, dans les cheveux. Là, ouais. Mais bon. Voilà. Ouais. Ce serait aussi inspiré d'une toile de Picasso qui représentait 2 acrobates. Donc voilà, je le mentionne. Bergman a dit que ce film-là avait eu un effet
cathartique pour lui là, pour vaincre sa peur de la mort, parce qu'il l'aborde de façon quand même assez philosophique justement, mais c'est fait avec beaucoup de symbolisme puis de douceur puis de, tu sais, je pense que c'était pas nécessairement courant de représenter la mort comme ça dans les films, donc en tout cas pour lui ça a été une belle expérience qui l'avait un peu aidé quand même. Il a aussi dit que Kurosawa l'avait inspiré pour la façon de faire son film. Le script a été débuté, dans le fond, entamé, pendant que Bergman était à l'hôpital pour des problèmes d'estomac. Donc, ça a eu du bon d'être à l'hôpital en convalescence. Il a cependant subi 5 réécritures avant de se faire accepter, avec un horaire de tournage qui avait été contraint à 35 jours et un budget, on l'a déjà mentionné, de 150 000 $. Donc, je pense que il voulait pas nécessairement que ça soit fait, dans le fond. Puis lui, il s'est dit, je vais le faire pareil, puis je vais le réussir quand même. Donc, qu'à cela ne tienne, il l'a fait, mais c'est ça, avec quand même des contraintes d'horaire et de budget. Le film a été tourné au studio de Filmstaden, sauf 2 scènes qui sont la scène de plage au début, justement où il joue aux échecs avec la mort, et la scène à la fin où plusieurs personnages dansent sur une colline. Donc c'est ça, c'est les 2 seuls, le reste ça a tout été fait en studio. C'est 2 images très mémorables aussi du film, là, évidemment. Je pense que c'est ça, c'est très... Parce que ce qu'on retient aussi, on n'entrera pas tout de suite dans nos impressions, mais c'est des très belles images là, qui sont mises en scène justement par Bergman. Là. C'est très, très impressionnant. Tout à fait. Donc, la scène de la fin, justement, on disait là, que ça a été tourné en hâte, dans le fond, pour profiter d'un nuage qu'il y avait pendant cette scène-là. Donc, c'est pas quelque chose qui était supposé d'être fait au début. Ça a été hyper improvisé. C'est même pas les vrais acteurs qui sont dedans. C'est des assistants, des électriciens, des touristes même, qui se sont fait mettre des costumes. Puis c'est une scène qui est filmée là, d'assez loin. Donc, il y avait apparemment pas de son sur les caméras. On était loin des acteurs et touristes. Donc, on pouvait pas savoir là, que c'était pas les mêmes. T'sais, avant de faire la recherche, on n'était pas au courant. Mais c'est ça, c'est pas le cast, dans le fond, original là, qui a fait cette scène-là. Le film, à sa sortie, a reçu un accueil quand même assez mitigé. Là. Les gens, en général, aimaient les images, mais pas nécessairement l'histoire. Puis même, on a lu plus tôt aujourd'hui un essai, dans le fond, une critique là, de quelqu'un qui avait sensiblement le même projet que nous, en fait, d'écouter tous les critérions puis de faire des critiques mais écrites pour sa part. Il a abandonné au numéro 115. Quel amateur! On va se rendre plus loin. J'espère. Mais c'est ça, donc cette personne-là disait à peu près ça aussi, là, que les images sont super belles, mais que l'histoire a aucun sens, puis que on adhère pas tellement. On reviendra parce que c'est un peu quelque chose qu'on partage, toi puis moi, là, mais oui, on pourra y revenir dans nos impressions. C'est le film, par contre, là, malgré les critiques tièdes, je dirais, a solidifié la carrière de Bergman à l'international. Et aujourd'hui, c'est vu comme un chef-d'œuvre. Ça a été placé au 8e rang des meilleurs films du monde en 2010 par le magazine Empire. Puis, il y a même aussi le Vatican qui a inclus le film dans sa liste des 45 Great Films pour les thématiques qu'il abordait. Ce qui est quand même... c'est le fun, tu sais, quand le Vatican c'est sûr que te place là. C'est pas nécessairement un film contre la religion, mais qui la remet en doute quand même, là, un petit peu. Oui, mais c'est un peu nihiliste, là. C'est un peu... Mais je pense que c'est les réflexions, puis de pas perdre la foi, puis tout ça. Donc, je pense que c'est particulier que ça a été mis dans cette liste-là. Je suis d'accord, mais en même temps, on peut comprendre pourquoi, parce que c'est toute la question de, justement, la philosophie derrière le tout, puis d'apprendre à réfléchir, puis de pas juste accepter les choses de facto, mais de forger une opinion, en fait, en tout cas, comment je l'ai perçu. C'est ce film-là qui avait été la sélection officielle de la Suède pour les Oscars j'imagine, 58, mais il n'avait pas été nominé, par contre, donc tristement. Par contre, il a remporté à Cannes le prix spécial du jury en 57, et c'est ce qui a fait connaître Bergman de manière plus étendue là, en Europe. Il y a, par la suite, le film eu un excellent succès là, auprès des publics littéraires et artistiques, surtout parce qu'il abordait des thématiques différentes que celles des films d'Hollywood. Donc, ça avait un certain appeal, pour un attrait là, pour les gens qui étaient plus lettrés, pour les gens qui appréciaient plus l'art et tout ça que le cinéma américain. Donc déjà, dans les années 50, on avait une distinction entre le cinéma américain et européen.
mais on disait aussi par la suite que ça fait partie des cursus scolaires dans les écoles secondaires puis dans les universités, justement en raison de ces thématiques. Des petits trivia. Les pièces du jeu d'échecs ils ont été vendues pour 145 000 $ US, qui est 1 million de couronnes suédoises, en fait, dans l'espèce de testament là, d'objets de la carrière de Bergman à sa mort, évidemment. C'est le premier film de Max von Sydow avec Bergman, mais comme on le sait, pas le dernier. Il fait partie des 1001 films à voir avant de mourir, un livre que l'on possède, et il fait partie de la liste des Great Movies de Roger Ebert, et ça a remporté 2 prix là, en 1962 c'est les là, je sais pas comment le dire là, mais c'est des prix espagnols, dans le fond les Prises San Jordi, j'imagine, donc une cérémonie quelconque espagnole de cinéma, donc meilleur directeur étranger, et un prix pour Max von Sydow, probablement meilleur acteur, mais j'ai pas réussi là à avoir la traduction là de ce que c'était puis tout ça, mais bon, on se doute que c'est meilleur acteur. Donc voilà pour les petites informations. Ah oui, puis peut-être rajouter aussi que Bergman, c'était un grand religieux, il vient d'une famille religieuse, son père c'est un pasteur, donc il a toujours baigné un peu dans cette religion-là. Oui, il se considère comme un chrétien puis un croyant, je crois, mais c'est ça, il démolit pas nécessairement la religion dans ce film-là, sans en faire non plus l'apologie nécessairement, mais c'est ça, il y a plusieurs de ces films qui vont tourner autour de la religion, puis puis celui-là, évidemment, n'en fait pas exception, c'est peut-être même celui qui en fait le plus mention. Nos impressions sur le film, ben, c'est ça, c'est un film qui m'a laissé un peu... ben, j'avais des grandes attentes, parce qu'évidemment, on connaît la renommée de ce film-là. Puis j'avais très hâte d'écouter un Bergman, mais il m'a un peu déçu, je dois avouer. Là. Il y a quelques bons éléments, tu sais, des remises en question de la religion, puis la perte de la foi, la quête de la foi, en fait, du personnage de Max von Sydow, tu sais, qui est parti 10 ans à la guerre, les guerres saintes, en fait, les croisades, puis qui revient, puis que là, il perd sa foi, finalement. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de signe de Dieu? Quelques thématiques intéressantes, mais c'est ça, je sais pas, on dirait que la barrière de la langue était plus présente dans ce film-là que dans d'autres. Il y avait comme beaucoup évidemment, c'est des dialogues très philosophiques, puis quand tu les lis en anglais, tu essaies de regarder l'image en même temps, puis tu essaies de comprendre un peu ce que ça dit. C'est sûr que ça devient un peu complexe, puis à un moment donné, tu perds un peu le fil. Moi, c'est ça, j'ai perdu le fil assez rapidement. Les images sont magnifiques, la cinématographie est très très bien exécutée, évidemment. La scène d'ouverture sur la plage est très bien faite. Mais c'est ça, après ça devient un peu complexe à suivre l'histoire. Maintenant, là, une fois qu'on sait comment ça finit, puis comment ça se déroule, probablement que ma deuxième écoute va être encore meilleure, mais c'est ça, j'étais très confus tout le long du film parce que je savais pas trop, ok, est-ce que c'est un flashback? Est-ce que c'est une personnification des pièces d'échecs, puis que la partie d'échecs est en train de se jouer malgré qu'il soit pas là? C'est pas ça, finalement. Ça aurait été vraiment cool que ce soit, mais bon, c'était pas ça. Tu sais, on se fait plein de théories dans notre tête, puis finalement, la vraie réponse est un peu plus plate que les théories que je me faisais. Même chose aussi, tu sais, c'est un film que tu écoutes, puis que tu te dis un peu comme Walkabout, qu'on a parlé récemment, que tu te dis, mon Dieu, il y a tellement de symbolisme dans ce film-là, puis là, après ça, tu lis sur le film, puis il n'y a pas il y en a pas tant de symbolisme. Puis, tu sais, c'est ça, nous autres, on avait nos propres... On est chrétiens, on va dire ça comme ça, là, mais comme on n'a pas... Non, mais tu sais, on n'est pas... on est athée, mais comme on est baptisé, on est confirmé de ces affaires-là, fait que on est chrétien. Puis c'est ça, on connaît pas super bien la religion non plus. Probablement que si on était plus au courant, on aurait pu tirer nos propres conclusions. Mais tu sais, c'est ça, là, on essayait de faire nos propres liens avec les morceaux qu'on connaît de la religion. Puis là, on était comme, est-ce que c'est les plaies d'Égypte? Mais non, apparemment pas, parce qu'il y en a pas 7, il y en a 10, puis c'est en Égypte, clairement. Qu'est-ce que j'avais noté donc? On se demandait à la fin, ben oui, il y a cette idée là, que les deux forains, les deux acteurs soient Marie et Joseph, mais on se demandait, est-ce que... je suis pas capable de retrouver le mot, là, mais est-ce que justement
ça faisait référence à quelque chose, parce que oui, ça fait référence au livre de l'Apocalypse au final, qu'on connaît pas particulièrement, mais est-ce qu'on se dit, ah oui, c'est ça, est-ce qu'on se disait, est-ce que c'est ce 7e saut-là, c'est en fait les 7 jours que ça a pris à Dieu pour créer la terre, puis que là, c'est le 7e jour, puis il se passe de quoi? On savait pas trop, en fait, puis la vraie réponse est plus décevante, un peu décevante quand même. Mais c'est ça, en fait, tu sais, je vais reprendre ça un petit peu pour ma part, pas vraiment par rapport aux 7 jours, là, j'étais pas là, mais par contre, au début, tu sais, c'est ça, on a un aperçu là, du début de la partie d'échecs, puis après, on voit plus la mort nulle part, donc là, puis là, on rencontre, en fait, sans que ça ait été annoncé, sans qu'on revoie Antonius Block, on voit Yoff puis Mia avec Michael, évidemment, puis là, je me suis dit, hey, je pense qu'il est mort, puis qu'on revoit sa vie, parce que ça marche en plus, le petit gars, Michael, il est blond aussi, donc tu sais, c'est pas mal le seul indice là, qu'on aurait pu avoir, mais je me disais, ça a du sens, puis ça serait le fun que ce soit ça, fait que là, tout le long, je me disais, OK, ben donc on revisite les événements importants de sa vie. Après, on réalise que pas vraiment, parce que là, la mort revient. Elle se déguise en prêtre, là, puis essaye de soutirer de l'information à Antonius sur son prochain coup pour le battre, dans le fond. Puis à ce moment-là, on se dit, OK, donc on n'est pas dans revoir sa vie, la partie est pas terminée, mais on n'a toujours pas vu Mia et Yoff avec Antonius, donc on comprend pas, ça s'en va où. Il y a aussi un autre personnage qu'on rencontre plus tard, éventuellement ils sont ensemble, mais là, encore là, est-ce que c'est un retour sur des événements où ça se passe en même temps? Parce que là, il les voit performer sur une scène, donc on comprend pas trop quand on se situe. Puis je pense que c'est pas tant de mauvaise foi de notre part, là. Tu sais, on essayait de trouver des symboles. On se disait qu'il y avait beaucoup de choses là-dedans. Éventuellement, Alex a amené l'idée que ce soit dans le fond une allégorie là, des pièces d'échecs, parce que aussi à un moment donné la mort a pris une pièce sur le plateau d'Antonius, puis pas longtemps après il y a un personnage qui meurt, donc là on les a tous associés à des pièces, puis ça avait beaucoup de sens aussi. Puis finalement, c'est pas ça non plus. Fait qu'il y a comme une espèce de toujours déception là, dans le fait qu'on essaye de trouver des symboles qui sont pas là. Puis c'est quand même, pour vrai, c'est décevant, là, honnêtement, parce que c'est ça, on essayait de donner plus au film que ce qu'il y avait. Puis finalement, on comprend vraiment le gars qui disait que les images sont super belles, mais que l'histoire est pas super engageante, que ça a pas beaucoup de sens, parce que pendant tout le film, on cherchait, puis il y avait jamais rien, dans le fond. Ouais. Fait que ce que cette critique-là aussi disait, c'est que le cinéma, c'est pas toujours la meilleure façon d'exprimer un concept philosophique, ou tu sais, parfois ça peut l'être, mais ici, en tout cas, selon lui, c'était pas une réussite, puis je suis tendance à y donner ce point-là. Ceci dit, le film n'est pas dénué de qualité aussi, là. Moi, le personnage de la mort, je l'aimais beaucoup, mais il est pas présent tant que ça, là, mais il lance quelques jokes, là, puis c'est quand même sympathique, mais de l'humour noir, là, un peu, là, mais comme... Tu sais, c'est ça, au final, c'est un film qui m'a beaucoup déçu. Ça m'a pas... ça m'enlève pas foi en Bergman, parce que je sais qu'il fait pas juste des films comme ça non plus, là, des films... limite philosophique, mais c'est des films d'époque, là, si je peux dire. Donc, j'ai quand même hâte de voir d'autres de ses réalisations, mais celui-là, disons, j'avais des bonnes attentes, puis il m'a un petit peu déçu. Donc, pour ma part, peut-être j'y donnerais un 3 étoiles sur 5. Je sais pas toi si tu avais fini d'en parler ou si tu peux dire... Oui, je pense qu'il y a rien de plus à ajouter, en fait. C'est juste décevant comme expérience parce qu'on cherchait plus. Puis, tu sais, moi, je viens d'un background d'analyse littéraire, analyse filmique, analyse de l'art, puis tout ça. Puis il y avait beaucoup de choses là-dedans. Puis on se disait, mon Dieu, va falloir lire, va falloir comprendre. Puis finalement, il y avait rien. Fait que je tourne un peu autour de ça. Donc oui, j'aurais terminé, puis j'appuie le 3 sur 5. Donc, ce qui en ferait un film bon, selon nos critères, mais c'est ça. C'est loin, c'est ça. C'est loin d'être mauvais, c'est juste que
on avait un peu trop d'attentes, je crois, mais c'est encore une fois comme un des grands classiques du cinéma. C'est des films qu'il faut que tu écoutes plus qu'une fois pour pleinement l'apprécier. Oui, mais encore là, s'il y avait eu des symboles cachés, ça aurait été le fun de le réécouter, mais pour l'instant, on n'aura rien de plus. C'est pas parce qu'on n'en a pas trouvé non plus qu'il n'y en a pas là, de ces symboles-là. On se fait bien notre propre interprétation qu'on voudra, là, mais on aurait aimé ça que ce soit confirmé ailleurs, là, de le voir. Peut-être qu'on est juste justement clairvoyant, puis on a tout vu ce que personne n'a vu, là, mais c'est ça. Au final, on essaie de trouver des symboliques. Dans Walkabout, on essayait, mais pas tant parce qu'on se laissait bien guider par l'histoire. Là, ici, c'était comme un peu plus pas plate, là, mais c'était plus banal comme histoire, disons. Puis c'est ça, j'étais moins dedans. Je sais pas pourquoi. J'étais très dedans, mais comme c'est ça, ça me décevait à chaque fois, fait que c'est un peu décevant comme visionnement, mais c'est loin d'être un mauvais film là, quand même. C'est ça. Donc, par contre, le film de Bergman, on l'a mentionné tantôt, il y a la scène des échecs là, qui a été reprise à de nombreuses reprises dans la culture populaire. Puis, il y a aussi la scène de la fin où les personnages dansent, donc... Je vous dirai pas nécessairement ce qui se passe, là, mais bref, ces deux moments-là qui ont été repris beaucoup. Et là, attache-toi bien parce qu'il y en a vraiment pas mal des références. Donc, c'est ça, je vois. En ce qui concerne la partie d'échecs, là, parce que comme d'habitude, j'ai séparé les références en plusieurs catégories. Donc, ma première, la plus attendue, je dirais, donc la partie d'échecs où jouer à quelque chose avec la mort. Donc, dans le film suédois de Dove, il y avait l'image de la mort avec un capuchon, de la même façon que ce film-là, qui joue au badminton. Il y a un film de Woody Allen qui est Death Knocks dans une série de films qui est Getting Even où un personnage là, joue au gin rummy avec la mort. Ben oui. On est dans la parodie, mais dans l'hommage, je pense. En 1991, il y a Bill and Ted's Bogus Journey, que j'ai aucune idée c'est quoi. Ben, c'est le film avec Keanu Reeves puis l'autre personne. Là. Ils vont faire le troisième qui s'en vient en 2020 vrai, mentionné ça. Avec William Sadler. Mais donc, dans ce film-là, les personnages battent la mort à plusieurs jeux de société. Fait que, encore là. Dans Les Animaniacs, qui est une série qui me ramène à mon enfance, je regardais ça moi, dans Bulldog Bazaar les samedis et dimanches matin. J'ai absolument jamais vu ça. Je sais même pas c'est quoi. Non, mais c'est trois petits bonhommes, genre, ça ressemble à des chats un peu, là, pis c'est des frères et sœurs, je pense, pis ils sont trois. Puis ils vivent au studio Warner Brothers, en tout cas. Ouais, ça me dit quelque chose. Bref, fait que les Animaniacs, il y a un des trois, dans le fond, qui a mangé trop de boulettes de viande suédoise. Puis les deux autres, le challenge aux dames. Fait que là, on a comme plusieurs échos là, à Seven Seal. Il y a un épisode de Buffy où on fait référence à la partie d'échecs contre la mort. Un épisode du Loup-garou du campus où on fait référence au film et à la partie. Dans le fond, il y a un épisode où Tommy essaie de cheat la mort. Puis il y a Merton, là, pour ceux qui ont regardé Loup-garou du campus, Merton parlait d'un film à chaque épisode quasiment. Puis il disait toujours « Ah, c'est comme dans le film, non. » Puis là, il y avait toujours la question de Tommy « Ah ouais, puis qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas, là, l'acteur, non, le film a pas gagné les prix dans le film, Merton. » Puis c'est comme tout le temps de même, là. Puis bref, ça a été référencé dans le Loup-garou du campus. Qui a été tourné pas très loin de chez nous, d'ailleurs. Au collège Dawson. Non, John Abbott. Ah oui, c'est vrai, John Abbott, qui est comme à Notre-Dame de Bellevue, à peu près. Sur la 40, là, pas loin de chez nous, de Valleyfield. Donc, c'est ça, le Loup-garou du campus qui me ramène beaucoup à mon adolescence aussi. Il y a, puis là, je suis vraiment contente parce que j'avais mentionné que je voulais plus de références comme ça, puis là, j'en ai une belle. Dans le jeu vidéo The Witcher, dans le fond, il y a le personnage principal qui se fait dire à un moment donné qu'il doit battre un autre personnage qui prend un peu l'image de la mort là, dans ce jeu-là. Puis quand il lui dit ça, il dit « Ah, j'avais peur que tu me proposes une partie d'échecs. » Donc, voilà. Il y a dans le film Swiss Army Man que t'as pas vu, toi, encore, je pense. Oui, tu l'as vu, finalement. Ouais. Donc, avec Paul Dano et Daniel Radcliffe qui jouent aux échecs sur le bord de l'eau. Il y a un épisode des nouvelles aventures de Sabrina, là, Chilling Adventures of Sabrina, qui est l'espèce de Sabrina l'apprenti sorcière, mais récent, là, d'il y a 1 an ou 2 à peu près, où, justement, il y a une partie d'échecs. Puis, dans le film 500 Days of
of Summer, ou avec Joseph Gordon-Levitt, pardon, où il y a une référence, dans le fond, il y a une référence au chevalier qui joue aux échecs sur la plage avec la mort. Donc voilà. Ensuite, j'ai des références au film en tant que tel. Donc il y avait dans ça doit pas être je pense que je me suis trompée, mais dans un film avec Ian McKellen qui est probablement c'est ça, Last Action Hero. Last Action Hero. Ouais, j'ai fait une petite coquille dans mes notes. Last Action Hero, donc Ian McKellen qui incarne la mort, regarde rien de moins le film au cinéma. Donc il est vraiment assis dans une salle de cinéma puis il regarde le film. Fait que c'est un peu méta. Il y a une chanson de Scott Walker qui s'appelle The Seven Seal en hommage au film. Une chanson de Bruce Cockburn qui est How I Spent My Fall Vacation, où dans le fond, dans l'histoire de sa chanson, il y a deux hommes qui regardent le film au cinéma. Fait que je sais pas comment ça se traduit là, dans une chanson, mais bref, il y a ça. Il y a un opéra qui en a été inspiré en 2016. Quelques épisodes de Mystery Science Theater 3000 qui font référence au film, quelques épisodes de Eatworm Jim, un épisode de Will and Grace qui font référence au film, plusieurs catégories à Jeopardy, qui est un jeu que j'affectionne particulièrement, un épisode de American Dad où il regarde le film à la télé et une chanson de Van Halen nommée en l'honneur du film, puis dont l'histoire est inspirée de celui-ci aussi. C'est finalement ma dernière catégorie qui serait les références au scénario. Donc, il a été parodié dans Monty Python Holy Grail. Puis je pense même dans The Meaning of Life aussi, si j'ai bien lu en quelque part. Là, mais ouais, j'ai vu ça aussi. Les deux, attends, c'est-tu? Ah non, je pense que c'est juste Monty Python Life of Brian qui fait partie de la collection Criterion. Là, mais on les a, Meaning of Life puis Holy Grail. On pourra observer ça à un moment donné. Je l'ai déjà vu, le Holy Grail, mais ça fait de faire 10 ans là, presque. Là, fait que... À suivre. Certainement. Donc, Monty Python, il y avait dans La Société des Poètes disparus, où les gars, à un moment donné, il y a un plan là où ils courent vers leur espèce de caverne là, où ils vont tenir leur réunion de poésie, qui est le même genre de plan, dit-on, un plan hommage là, à celui de la danse à la fin du film. Dans Rapport minoritaire, tantôt on a mentionné que Max von Sydow jouait dans ce film-là. Dans Rapport minoritaire, il va rencontrer un personnage avec un capuchon, dans le fond, là, comme dans le film. Dans True Blood, il y a un dialogue en suédois. Quand là, j'écoute pas True Blood, donc je le mentionne, mais il y a les personnages de Godric et Eric qui se rencontrent, puis ils ont un dialogue semblable à La Mort et Antonius Block en suédois en plus. Ouais. Et finalement, il y a une référence que je trouve particulièrement drôle. Il y a dans RuPaul Drag Race une des participantes, dans le fond, qui dit que son look ressemble à un de ceux des personnages dans le film. Donc, non, mais je pense qu'elle le mentionnait, là, mais c'est ça. Donc, il y en avait quand même pas mal, mais il y en a encore plus dans le prochain, pour l'épisode 12. Effectivement. Ben, avant de passer au prochain, ben, merci justement de cette belle liste-là. Donc, un film que, évidemment, on vous conseille, oui, là, c'est pas en tout cas pour nous, ça n'a pas été la meilleure expérience, là, mais qui est un grand classique du cinéma que je crois qu'il faudrait tous qu'on ait vu quand même, ne serait-ce parce que ça l'a influencé de nombreuses personnes, mais aussi parce que c'est comme une espèce de renouveau du cinéma suédois qui avait connu quand même des moments de gloire dans les années 10 et 20 avec Victor Sundström, je crois. Il avait fait beaucoup de films muets, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est ça, donc il y a eu un petit creux de vague dans les années, disons, 30-40, même une partie de 50, mais là, Bergman, dans les années fin 50, 60, 70, même 80, va vraiment donner une deuxième vague à ce cinéma-là suédois. Donc, ça a sa place dans le Criterion, là, ça c'est indéniable, mais c'est pas le film qui est venu le plus nous chercher. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça ne délogerait pas, évidemment, La Belle et la Bête, qui demeure au sommet de mon palmarès des meilleurs films Criterion. J'imagine que c'est la même chose pour toi aussi. Oui, c'est un bon guess. Donc, c'est ça. C'est pas... j'ai eu du plaisir, j'ai ri, j'ai quand même été investie dans l'histoire, mais c'était vraiment dur à suivre, là, surtout parce qu'on cherchait trop, je pense. Mais c'est ça, le fait de pas comprendre le dialogue, devoir lire tout le temps, c'est pas quelque chose qui nous dérange. Là. On en a regardé d'autres excellents films sous-titrés, mais un peu difficile, trop philosophique pour notre compréhension, puis il y avait juste trop d'éléments là, temporellement, on comprenait pas on était où, puis c'est ça, donc non. C'était tellement trop... ça le déloge pas. C'était trop philosophique, puis c'était tellement philosophique que parfois ça semblait vide de sens, là, pratiquement, là, fait que on dirait
quasiment que les personnages parlaient en poème, puis là, t'étais comme... En tout cas, moi, je suis pas un grand fan de poésie dans la vie, là, à moins qu'elle soit assez in your face, là, donc je pense... J'ai beaucoup de misère à penser à des phrases ou des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est probablement que c'est moins venu me chercher. Mais c'est ça, il y a plusieurs dialogues qui semblaient, c'est ça, un peu vides de sens. Là, mais bon, ça, c'est mon interprétation personnelle. Mais ceci étant dit, si c'est des thématiques qui vous sont chères, probablement que vous allez plus aimer ça que nous. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. On peut pas toutes les aimer non plus. Voilà. Ceci étant dit, c'est pas... Mais en tout cas... C'est pas le pire film Criterion que j'ai vu, là. Pas juste jusqu'à date, mais j'en ai vu presque une centaine maintenant. Puis c'est pas le pire film que j'ai vu non plus, là, mais j'ai été déçu parce que c'est ça, il y avait comme cette aura-là, cette réputation-là, puis... Ben écoute, c'est des choses qui arrivent. On s'en reparlera dans 40 ans. Peut-être que mon opinion aura changé. Mais comme plusieurs grands classiques du cinéma, on dirait qu'il faut l'avoir vu. Il aurait fallu le voir à son époque de sortie pour pleinement l'apprécier, parce que je pense que les mœurs changent aussi. Là, si tu vois ça à une époque où il y a juste des films... j'aime pas ça dire ça, mais des films de merde. Mais des films banals un peu. Là, quand tu as un film comme ça qui sort un peu de l'ordinaire, ça fait du bien, mais êtes-vous capable de me nommer 30 films de 1957? Je sais pas, là, je sais pas exactement c'était quoi la production, la qualité des films de 1957 nécessairement. Mais puis si on l'a lu ailleurs aussi, ça faisait contraste quand même avec ce qui était proposé là, au cinéma de l'époque. Hollywoodien, fond, donc voilà, c'est ce qui conclurait notre émission sur The Seventh Seal. La semaine prochaine, ou en tout cas prochain épisode, on va parler d'un film culte, dans le fond, un grand culte qui a inspiré beaucoup d'autres genres, encore une fois. Documentaire sur un groupe rock. Oui, tout à fait. Donc la semaine prochaine, on va parler de This is Spinal Tap, film des années 80 de Rob Reiner. On l'a vu, c'était très bon. Mais pour en savoir plus, il faut écouter notre émission, notre prochaine émission. Donc, merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Puis, on se revoit dès que possible. Merci. Bonne semaine.